Donc je suis ravie et honorée d'avoir été invitée par François Cochet et Audrey Chez et d'être ici au musée de Meaux, qui est une première pour moi, pour une journée spécialement consacrée aux femmes et à la guerre, et aux femmes pendant la Première Guerre mondiale. Donc vraiment merci pour cette invitation. Avant de vous partager avec vous l'expérience de 3 marraines de guerre, je souhaiterais brièvement expliquer un peu plus qui je suis derrière le simple mot de doctorante en histoire. Alors, dans quel sens ça marche? Est-ce que c'est la souris ou... Non, en fait, la flèche. La flèche en bas. Ouais, justement. Ça marche pas. Alors, du coup, il faut cliquer. Ah, peut-être que c'est... Voilà. Ok, donc c'était la flèche. Ok, c'est bon, je maîtrise. Donc, l'histoire pour moi est une reprise d'études. Arrivée en fin de licence, j'ai compris que la recherche me plaisait au point de tenter ma chance et de choisir un sujet qui m'anime suffisamment pour tenir la période d'au moins 2 ans d'un master recherche. Et j'ai eu une conversation clé avec l'historienne Clémentine Vidal-Naquet qui m'a permis d'apprendre que le sujet des marraines de guerre n'avait jamais été traité en profondeur. Ce qui encore aujourd'hui me questionne, mais ceci est un autre sujet, et puis cela m'arrange bien parce que je peux m'en occuper. Donc j'ai commencé localement, en Normandie, à l'université de Caen. Très vite, je suis allée à Rouen, et puis je me suis rappelé que la Normandie, c'est 5 départements, donc j'ai aussi tenté dans l'Eure, l'Orne et la Manche. Et donc, dans notre trio de femmes d'aujourd'hui, il y a 2 des marraines trouvées dans ma première année de recherche qui seront présentées aujourd'hui. Et puis Ellipse, on est en octobre 2021. Je débute officiellement ma thèse en étant donc en co-tutelle avec ma première université de Caen, où j'avais gardé des liens malgré une année Erasmus en Belgique, à Louvain-la-Neuve, 2019-2020, et une année en formation d'histoire publique à l'UPEC, près de Paris. Donc Université de Caen, malgré que ça soit plutôt Seconde Guerre mondiale, et Université de Luxembourg pour la partie histoire publique, j'y reviendrai. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est bon, je maîtrise toujours. Première question, un peu commune mais nécessaire, une marraine de guerre, c'est quoi? Est-ce que c'est un mythe oublié? Est-ce que c'est une épistolière loyale et endurante? Est-ce que c'est une civile qui s'ennuie? Est-ce que c'est une bourgeoise aux mœurs légères? Une vieille dame en manque d'affection? Une héroïne d'œuvre culturelle? Une femme volontaire? Alors, je vais être un peu espiègle, mais je ne vais pas répondre à la question aujourd'hui. Je vais plutôt poser le contexte. Lors du tout début de mes travaux de recherche en 2018-2019, je m'étais contentée de m'appuyer sur les ouvrages de Françoise Thébault, Jean-Yves Le Naour ou Éric Allary pour décrire le point de départ du phénomène des marraines de guerre. Bien sûr, il y a l'incontournable œuvre de la famille du soldat avec la mystérieuse Marguerite de Lens, parce qu'on la connaît de nom, mais est-ce que vous connaissiez son visage? J'aimerais bien savoir d'ailleurs, c'est une vraie question que je vous pose, est-ce que vous connaissiez son visage? Non? Donc c'est la photo la plus grande sur le diaporama que j'ai pu récupérer auprès d'un de ses petits-enfants. Et Marguerite de Lens, elle est quand même loin d'être l'unique femme à s'être posé la question du moral des troupes. En avril 2021, je découvre complètement par hasard l'ouvrage d'Anne-Simon Carrère et sa Marie Sauté que vous voyez en bas à droite. Un parcours individuel assez hors du commun que peut-être vous connaissez déjà, c'est un ouvrage qui est sorti en 2019. Et puis ajoutons également l'action de la féministe Maria Véron, qui est en plus petit en haut à droite, qui a organisé un marrainage de soldats avec 400 filleuls à travers l'œuvre des filleuls. Et ça, c'est un de mes tout derniers résultats, donc j'ai hâte de creuser cette piste. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le début du marrainage, car d'une part, c'est un sujet en soi, et d'autre part, j'y travaille en ce moment. Mais ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'il existe différents types de solidarité qui naissent de ce conflit. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment chacune de nos marraines a eu vent de cette démarche patriotique, de cette création d'un lien inédit, celle de faire famille avec un soldat, qu'il soit originaire du nord de la France, prisonnier de guerre ou belge.
Alors, devenir marraine. À présent, je voudrais essayer de répondre à 4 questions qui sont les suivantes. Quelles sont les motivations à devenir marraine de guerre? Par quel biais le devient-on? Quel lien se crée avec le soldat? Et enfin, quelles en sont les conséquences? On va débuter avec Yvonne Fleury, qui est née en 1892. Elle est originaire de Saint-Mandé. En 1909, elle obtient son bac, puis fait des études à Paris et est licenciée S-Lettres en 1913, langue et littérature classique. Elle a un frère aîné de 5 ans plus âgé qui ne fera pas la guerre, un père travaillant à la préfecture de police à Paris et une mère au foyer originaire du nord de la France. C'est une jeune femme cultivée qui aime beaucoup lire, aller au théâtre, au cinéma, dans les musées, passer des étés hors de Paris, le plus souvent en Suisse, même si elle écrit dans ses journaux intimes qu'elle aimerait un peu changer. Elle est collectionneuse de cartes postales, elle est passionnée d'aviation, bref, beaucoup de choses l'intéressent. Ensuite, nous avons Christiane Georges. C'est plus difficile à vous présenter pour le moment car je ne l'ai pas complètement décryptée, mais elle m'intéresse beaucoup car c'est un des rares fonds que j'ai trouvé avec une marraine de guerre enfant. En 1916, Christiane a 9 ans. Elle vit à Colombes avec sa famille et c'est la petite dernière. Elle semble bien se débrouiller à l'école et avoir un caractère plutôt agréable. Et puis enfin, nous avons André Boer, qui est né à Reims en 1896, d'une fille mère et d'un père inconnu. Elle sera reconnue par Julien Ernest Boer, dont elle aura le nom, qui épouse sa mère Apolline en 1904. André commence à travailler en tant que caissière dans les établissements Benoîton. C'était des articles de mode, rue du Temple, dans le 3e arrondissement à Paris, qui n'existe plus aujourd'hui. Et elle débute le 1er octobre 1912 à l'âge de 16 ans. Pareil, j'ai échangé avec sa petite fille en 2019 et j'ai pu obtenir quelques bribes de sa personnalité que je vous partage ici. André était une jeune femme a priori très ouverte, très joyeuse, assez coquette jusqu'au bout, car elle colorait ses cheveux par exemple. Sociable, aimant parler, assez moderne, pareil, une des premières femmes à se couper les cheveux avec sa maman, mais aussi une gauchère contrariée, malhabile, tout en étant quand même une vraie fée du logis. Voilà, c'est ce que j'ai pu noter. Donc 3 profils différents, mais avec des points communs, comme vous avez peut-être dû le percevoir. Alors, grande question à présent, comment deviennent-elles marraines de guerre? Et j'avoue que c'est une de mes questions préférées, et c'est souvent dur d'y répondre. Prenons André, donc, que vous avez repéré en haut à droite. C'est en discutant par téléphone avec sa petite fille que j'ai pu savoir comment sa grand-mère est devenue marraine de guerre, car elle l'a raconté à ses petits-enfants. Nous sommes donc en 1916. André travaille toujours aux établissements parisiens Benoîton, et une pratique, je ne sais pas si elle était courante, était qu'en temps de guerre, on demandait aux volontaires dans les entreprises de devenir marraines. Et donc, un jour, dans une salle de l'entreprise, on étala sur une table un paquet de lettres, et voyant la belle écriture de Léon Lantier, André se serait écrié « c'est celui-là que je veux ». Donc, un caractère assez volontaire, et André ne passe ni par une œuvre, ni par une annonce dans la presse. Pour Christiane, je ne peux que me baser sur les lettres de son filleul, et j'ai compris qu'il y avait un lien avec les parents de la petite fille. Je ne sais pas si c'était avant la guerre, pendant la guerre. En tout cas, la première lettre auquel j'ai accès, qui date du 8 décembre 1916, à sa lecture, on sent que ce n'est pas la première d'ailleurs, mais il y a un moment clé qui a eu lieu. Le soldat est venu en permission chez eux et depuis, Christiane semble vouloir échanger directement avec lui. La marraine officielle, ou en tout cas la toute première, ça avait l'air d'être la grande sœur, Hélé. Et là, on sent que voilà, Christiane, donc 9 ans, elle sait écrire, et elle a très envie d'écrire directement et pas faire la petite phrase de fin dans une lettre de la grande sœur. Et enfin, Yvonne. Chez la jeune femme, on lit dans son journal, dès les débuts de la guerre, l'envie de se porter volontaire. Elle va dans un ouvroir dès 1914, enfin septembre, octobre 1914 par exemple, mais on sent que ce n'est pas suffisant pour elle. Être infirmière, on comprend entre les lignes qu'elle est un peu empêchée par ses parents, peut-être même plus spécifiquement par sa mère. Donc voilà, comment
Comment montrer qu'on a envie de défendre la patrie en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que bourgeoise. À travers ses journaux intimes toujours, on sait qu'elle lit beaucoup la presse, notamment l'Écho de Paris. Et c'est mon hypothèse. Il y a l'article de Maurice Barrès qui apparaît le 16 avril 1915 en causant avec monsieur Jules Cambon. Et 15 jours après, Yvonne Fleury écrit dans son journal le 1er mai 1915 cette simple phrase « Je vais écrire aussi à mademoiselle Lens, directrice de la famille du soldat à Angers, pour tâcher d'avoir 2 ou 3 adresses de petits soldats sans famille. » Donc on n'a pas la réflexion d'Yvonne, pourquoi d'un coup cette phrase elle arrive. Les journaux intimes d'Yvonne Fleury commencent en 1909, donc j'ai eu largement le temps de la découvrir, de voir comment elle écrit, de voir voilà, sa manière de penser. Et cette phrase, elle apparaît au milieu d'un paragraphe. Juste avant, elle parle d'une autre correspondance. Juste après, elle parle d'un autre sujet. Donc, parce que je sais qui est mademoiselle de Lens, j'ai compris que c'est comme ça qu'elle devient marraine de guerre, enfin qu'elle a l'intention de l'être. Mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de « j'en ai discuté avec maman, elle pense que c'est une bonne idée », il n'y a pas tout ça. Toujours est-il que 3 jours seulement après, elle reçoit 3 noms de soldats, et donc c'est là où elle se considère marraine de guerre. Alors bien sûr, avec le temps imparti, je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails des échanges entre ces 3 femmes et leurs soldats, mais je vais vous partager les éléments les plus importants. Et lorsque ma thèse, d'ici 2 ans, sera finie, je pourrai approfondir encore plus ces liens entre civils et soldats, et ce lien qui est vraiment spécifique entre marraine et filleule. Donc débutons avec Yvonne Fleury. Elle a eu plusieurs filleuls, et Yvonne se considère donc marraine de guerre à partir du moment où elle reçoit les noms de 3 soldats. Vous en avez un qui est à gauche d'Yvonne Fleury, oui c'est ça, donc je me repère dans la géographie. Donc vous avez Charles Plantefeuve qui est complètement à gauche, et il y aura aussi Henri Parmentier et Alexandre Vanacker, et ces 3 hommes sont originaires du nord de la France, donc ils correspondent à un type de soldats pour lequel on avait imaginé trouver des marraines de guerre. Dès qu'elle reçoit leur nom, elle s'active très vite pour leur écrire à chacun une lettre et leur demander ce dont ils ont besoin. On sent qu'elle veut vraiment s'adapter aux demandes. Est-ce qu'il me manque une chemise? Est-ce que je voudrais avoir une médaille bénie? Voilà, c'est vraiment, je veux comprendre ce dont vous avez besoin, dites-le moi et je ferai mon maximum. Et on comprend aussi qu'elle va, avec un budget que je ne connais pas, mais en tout cas qu'elle décide d'envoyer un colis par mois. C'est le colis du mois. À Noël, il y a quelque chose d'un peu plus spécifique, mais elle envoie à ces 3 soldats-là. Il y aura aussi des rencontres lors de permissions. L'avantage quand on habite à Paris, c'est que, voilà, en termes de transport, c'est quand même plus facile d'aller à Paris que d'aller dans le Gers. Et Yvonne va pouvoir rencontrer sur l'ensemble de ses filleuls, elle en a eu, elle ne le dit pas elle-même, il y en a 7-8 filleuls tout au long de la guerre, sur des temps différents. Et elle va pouvoir en rencontrer 4, dont Jean Bournat, qui est juste à la droite d'Yvonne Fleury, qui pose avec sa femme et ses 2 premiers enfants après-guerre, et Paul Théry, qui est complètement à droite. Paul Théry, il rentre en contact avec Yvonne Fleury en 1916. C'est le beau-frère d'un de ses 3 premiers filleuls de guerre, parce que, en fait, Alexandre Vanacker, dont vous n'avez pas de photo ici malheureusement, meurt en 1916, mais entre le bouche à oreille, entre les croisements de lettres, etc., il y a toute une communauté qui se crée autour d'un pilier qui est la marraine de guerre, qui là est Yvonne Fleury. Et donc Yvonne Fleury, même si elle ne rencontre pas tout le monde, elle va savoir, alors pas tout de suite, ça crée d'ailleurs un petit conflit, mais Yvonne va comprendre qu'Alexandre, c'est pas un jeune homme célibataire, non, en fait il a une femme, il ne s'est pas marié, donc c'est un petit peu le scandale pour Yvonne Fleury, et il a 2 enfants. Et donc la femme d'Alexandre Vanacker, même s'ils ne sont pas mariés, c'est la sœur de Paul Théry. Et la mère de Paul Théry, et je suis désolée, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Marie-Jeanne, connaît Yvonne Fleury par les échanges de lettres et dit à son fils Paul, que vous avez là,
correspond avec cette jeune femme. Demande-lui de devenir ta marraine de guerre. Moi, j'ai tellement d'enfants que je ne peux pas m'occuper de tout le monde. C'est elle qui incite son fils à entrer en contact avec Yvonne Fleury. Et Yvonne Fleury n'acceptera pas toutes les lettres de soldats. Elle va en donner à ses cousines, elle va en donner à son amie et voisine, en disant d'une phrase « je deviens la succursale de Marguerite de Lens ». Donc voilà, on peut comprendre à travers toutes ces relations une certaine affection, un vrai soutien, des encouragements, parfois même de réelles amitiés. Yvonne Fleury n'hésite pas à dire voilà, Charles c'est mon chouchou, et puis quand elle va le rencontrer en permission, elle va un petit peu changer son regard. Pour Paul Théry, Paul est plutôt illettré, et il le sait, il en a tout à fait conscience quand il écrit ses lettres, sauf que quand il va se présenter à Yvonne en permission, il porte beau, il sent bon, il est rasé de près, et là elle va se dire en fait, pas mal quoi. Donc voilà, mais la guerre étant sur 1 an, 2 ans, 3 ans, bref, elle dure, on voit aussi des lassitudes ou des déceptions, des regards vraiment différents. À nouveau, par exemple, Charles, lui, il n'a qu'une envie, c'est que la guerre se termine. Peu importe qui gagne, il faut juste que ça se termine. Et il l'exprime tout à fait ouvertement à Yvonne Fleury, qui pour elle, c'est impensable. Et ça crée des distorsions, et ça change un peu... provisoirement en tout cas le regard qu'Yvonne peut avoir sur la guerre, dont elle n'a ni frère, ni père, ni fiancé. Donc son rapport à la guerre, c'est par ses filleuls et par la presse. Et la presse, je ne ferai pas une présentation là-dessus, mais voilà, c'est quand même un peu... voilà. Avec la censure et tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc en tout cas, un vrai partage sous toutes ses formes. Ensuite, Christiane, c'est assez différent parce que là, il n'y a qu'un seul filleul, il est belge, et on sent une grande affection dès le début. Il y a vraiment une complicité entre la petite fille de 9 ans, même si donc là, elle n'a pas 9 ans, elle a plutôt 15 ans, c'est après la guerre, et le jeune homme de 20 ans. Christiane semble toujours fidèle, elle a l'air plus endurante que sa sœur aînée, et même si Constant essaye de ne pas créer de différence entre les deux sœurs, on sent bien que très rapidement, c'est Christiane qui tient le rôle de marraine. Et donc on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter dans ses lettres ? Ce qui se passe à l'école, les disputes avec son frère ou sa sœur, quand elle joue avec son chien, le nain jaune en famille. Parce que malheureusement, on n'a que les lettres de Constant à Christiane et pas l'inverse. Et lui, comment il raconte la guerre ? Une chose qui est importante, c'est que Constant lui renouvelle sans cesse combien ses lettres, les lettres qu'il reçoit de Christiane lui sont vraiment importantes. Et là, je vous lis un extrait de la deuxième lettre auquel j'ai accès, qui date du 18 décembre 1916, où il dit « Ce midi, j'ai été bien surpris quand le facteur m'a remis 2 envois de mademoiselle Christiane Georges. Une gentille lettre et une très jolie carte postale. Ah, quelle adorable petite marraine! Savez-vous bien que votre grand filleul est très très content de vous? Sans votre lettre du 13 décembre, j'aurais été tout à fait privée de correspondance aujourd'hui. Et vous comprenez, n'est-ce pas, que ce n'est pas gai de devoir retourner de chez le facteur les mains vides. » Passons ensuite à André. Alors là, je vous divulgage déjà la fin, parce que ce que vous voyez, c'est la marraine de guerre avec son filleul. Et a priori, ils ont l'air plutôt heureux de se marier. Par contre, ce qui est dommage, c'est que malgré qu'ils se soient mariés et donc qui, après avoir correspondu, vivent ensemble, il nous manque toutes les lettres d'André. Mais c'est malheureusement souvent le cas. On a beaucoup plus des lettres de soldats et de filleuls, du coup, que de lettres de marraine. Et il nous manque les 2 premières lettres de Léon, et ça, on le sait, car les autres sont numérotées. Aussi, je vais vous lire le tout début de la lettre numéro 3 pour vous donner une idée de comment la relation prend forme. Donc Léon écrit « Mademoiselle, j'ai reçu votre aimable lettre hier et elle m'a fait bien plaisir. Aussi, je ne veux pas attendre plus longtemps pour vous faire réponse, puisque vous me dites que vous étiez impatiente d'en recevoir une de moi. Puisque vous avez bien voulu, mademoiselle, me donner quelques détails sur vous, je ne veux pas être en reste et je vais vous décrire un peu de mots le poilu auquel vous faites le plaisir d'écrire.
Donc c'est une correspondance qui commence en juillet 1916 et la dernière lettre de guerre date du 3 avril 1918. C'est une correspondance qui était, malgré les manques, très régulière, jusqu'à la capture par les Allemands de Léon le 4 juin 1918. Aucune lettre n'est parvenue entre juin 1918 et le printemps 1919, même si Léon a toujours continué à écrire. Il y a des enquêtes qui ont été réalisées par la Croix-Rouge pour savoir s'il était toujours vivant et quand il avait été vu pour la dernière fois. Alors, dans ce cas de figure-là, on peut se demander quand il tombe amoureux. Et malheureusement, c'est difficile à déterminer, mais Léon, en tout cas, n'est pas insensible devant la photographie d'André en novembre 1916. Et pour la rencontre, pareil, c'est assez difficile de poser une date précise. Il a été hospitalisé 2 fois, d'abord à l'hôpital de Troyes à partir du 21 novembre 1916 pour cause de pieds gelés, et puis du 17 mars 1917 au 24 avril de la même année pour suite de gelures et un abcès. Et donc il se serait sans doute rencontré après une des 2 sorties d'hôpital, suivie d'une permission avant de retourner au front.